Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Edwige Ray, responsable RSE et développement durable chez Forvis Mazars en France, qui publie sa 14e édition du baromètre RSE. On verra si les entreprises déjà concernées ont anticipé la directive européenne sur le reporting extra-financier. Dans notre débat à l'occasion d'Octobre Rose, on verra ce que les entreprises mettent en place pour la prévention et l'accompagnement du cancer du sein. Et puis dans notre rubrique Start-up, je vous présenterai Olala qui propose des alternatives végétales aux produits de la mer. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti! L'invité de Smart Impact, c'est Edwige Ray. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable RSE et développement durable chez Forvis Mazars en France, agence d'audit, de fiscalité, de conseil qui publie chaque année, entre autres, c'est pas votre seule activité, un baromètre annuel de la RSE qui analyse d'une certaine façon les rapports extra-financiers de plus de 250 entreprises européennes, c'est ça, et 119 françaises, si j'ai bien préparé l'émission. Exactement. C'est ça. Alors, c'est la première année qu'on regarde les entreprises qui ne sont pas françaises dans le baromètre, puisque historiquement, le baromètre avait vocation de comparer les entreprises CAC 40 et SBF 120 entre elles. Et c'est vrai que cette année, on a dû élargir, parce qu'on n'a pas forcément trouvé l'information qu'on voulait au niveau des rapports des entreprises françaises. Donc, ça, c'est intéressant, avec une sorte de frilosité. En tout cas, vous essayerez de nous expliquer pourquoi. Ce rapport, il est intéressant parce que c'est le dernier avant l'entrée en vigueur de la directive européenne sur le reporting extra-financier. Vous l'avez ressenti, ça, dans les discussions ? Alors, on pensait trouver un certain nombre de choses, parce qu'on sait que les entreprises qui doivent publier là à la fin de l'année, les entreprises cotées normalement doivent publier leur premier rapport de durabilité. Donc on s'attendait, parce qu'on les connaît, on sait qu'elles aiment bien anticiper les sujets, on s'attendait à trouver un rapport qui avait commencé à faire une migration vers le rapport de durabilité. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit cette année, la DPEF c'est fini, on va regarder ce qu'elles font et on va partager des bonnes pratiques avec l'ensemble des entreprises. Donc c'est vraiment l'angle qu'on a choisi. Parce que c'est l'objectif du rapport aussi. C'est l'objectif du rapport. Alors avant, avec la DPEF, il n'y avait pas de normalisation. Chacun publiait ses propres indicateurs, ses stratégies. Donc c'était intéressant de comparer la maturité. Là, l'angle il change, on va avoir une norme, les ESRS qui vont s'imposer aux entreprises. Donc forcément, on s'est dit, on va regarder comment elles présentent les sujets. Et là, on aura un benchmark. On va pouvoir comparer avec à peu près les mêmes données pour tout le monde. Exactement. Et en plus, on est quand même, il faut se dire, c'est les best in class. Les entreprises cotées, elles ont des directions développement durable. Elles communiquent beaucoup sur ce sujet-là. Donc, c'était intéressant de regarder cette anticipation. L'ancien monde est passé, on regarde le nouveau monde et on voit ce que ça va donner pour l'année prochaine. Ça, c'était ce que vous imaginiez. Oui. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça. C'était l'hypothèse initiale. Oui. Et en fait, quand on a commencé à regarder les rapports et à chercher un certain nombre d'informations, les analyses de double matérialité, la structuration du rapport, les plans de transition, on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait pas tant d'entreprises françaises qui avaient anticipé l'exercice. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne travaillent pas sur le sujet. Là, on regarde de la publication. Mais factuellement, quand on lisait les rapports, on est un peu resté sur notre faim. Donc on s'est dit, pour une fois, on va aller regarder un peu ce que font les autres sociétés cotées. Alors en Allemagne, en Espagne, en Italie, on a pioché quand même au niveau des grands groupes pour avoir un peu plus d'informations. Ouais. Et alors justement, on va se concentrer plus tard sur les entreprises françaises, mais ces entreprises étrangères que vous n'aviez pas l'habitude de sonder d'une certaine façon pour ce rapport RSE, alors évidemment, la réponse, elle ne peut pas être monolithique, mais certaines sont plus avancées. Qu'est-ce qui vous a surpris finalement dans cette nouvelle matière, entre guillemets ? Alors, en fait, ce qu'on a trouvé sur les entreprises européennes qui ont publié l'équivalent d'un rapport de durabilité, alors je ne dirais pas que la France est en retard. Déjà, c'est un premier élément. Proportionnellement, alors on n'a pas une proportion parfaite dans chacun des pays, mais proportionnellement, on a quand même eu pas mal de publications en France par rapport à d'autres pays. L'Espagne est pas mal aussi en termes de publication. Alors après, l'Espagne avait une obligation, comme la France, de publication d'un rapport extra-financier audité depuis un certain nombre d'années. Donc on sent le petit niveau avancé. On a trouvé des bonnes pratiques en Allemagne et dans les pays du nord de l'Europe. Alors, si on regarde un peu le panel, maintenant, on n'a pas trouvé l'entreprise parfaite qui publie le rapport de durabilité de demain. C'est plutôt des bonnes pratiques, des parties, des chapitres qui sont bien dans certains rapports de certaines entreprises. Ce nouveau cadre normatif européen, donc la CSRD,
Alors on fait depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines de la pédagogie auprès de nos téléspectateurs, mais on va continuer, on va rappeler. Que change-t-il précisément pour vous ? Il va changer, alors, première chose qui va changer, c'est que le périmètre des entreprises soumises augmente sensiblement. Donc on a les entreprises qui publiaient déjà un rapport extra-financier, celles de plus de 500 salariés. Et là, ce qui va se passer, c'est que ça va normalement descendre à des entreprises de plus petite taille, notamment sur un seuil 250-500 salariés. Ouais. Donc là, on se rend compte que c'est pas tout à fait et puis ensuite, les mêmes ce organisations. Sera toutes les PME cotées en bourse. Donc, et toutes les PME cotées en bourse passeront après, et encore après, les succursales ou filiales d'entreprises non européennes. Donc on a quand même une progressivité, mais un nombre d'entreprises. En moyenne, on va passer de 10 000 entreprises à 50 000. Donc c'est quand même ça un gros changement. Après, structurellement, dans les éléments qui vont évoluer, il y a ce principe de double matérialité. On entend peut-être beaucoup parler, qui est un peu technique, mais en soi qui est assez simple. C'est que jusqu'à présent, on avait tendance à regarder l'impact de l'écosystème, de l'environnement sur les comptes de l'entreprise, sa trésorerie, son chiffre d'affaires. Donc voilà, on regarde comment elle subit, notamment le changement climatique. Et là, l'Europe rajoute une dimension qui est de dire, mais on va aussi regarder l'impact de l'entreprise sur son écosystème. Elle émet des gaz à effet de serre, elle pollue. Donc il faut regarder ces deux volets, ce qui va faire élargir finalement intrinsèquement les sujets adressés. Ouais. Le deuxième élément qui change, c'est les normes. Il n'y avait pas de normes sur l'extra-financier jusqu'à présent. Donc là, finalement, on a un peu l'IFRS de l'extra-financier avec les normes de reporting. Et ça ne va pas être simple pour les entreprises de rentrer dans ce cadre-là. Ouais. Parce que jusqu'à présent, elles publiaient un peu ce qu'elles voulaient. Oui, et alors, là, effectivement, les normes sont les mêmes pour toutes. C'est un document de 800 pages, c'est ça ? Oui. Donc, alors, c'est des normes. Quand je dis ça, j'imagine, quelle horreur. Donc ça donne envie de surtout pas s'y plonger. Est-ce que c'est si compliqué que ça ? C'est pas si compliqué parce que justement déjà dans les 800 pages, les entreprises elles vont pas tout traiter puisqu'elles vont faire un entonnoir avec la matérialité, elles vont regarder ce qui les intéresse et ce qui les concerne. Donc déjà il y aura un tri. Et puis dans ces 800 pages, il y a 2/3 d'informations qualitatives attendues et 1/3 de quantitatif. Ce qui fait peur aux entreprises, c'est le reporting à la fin, quand même de se dire quel indicateur je vais devoir remonter. Donc, quand on regarde à l'arrivée, il y a pas tant que ça d'indicateurs quantitatifs. Après, malgré tout, il y en a des nouveaux, et puis il y a des définitions imposées. Donc ça change quand même la donne. Ouais. Est-ce que c'est un moyen de lutter contre le greenwashing ? On va essayer de prendre les effets potentiels de cette nouvelle norme. Très concrètement, alors je ne sais pas si les entreprises font du greenwashing ou pas. Certainement en ont fait et doivent continuer à en faire. En tout cas, les entreprises ont tendance à valoriser ce qu'elles font, ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc dans la DPEF, c'était souvent le cas, valoriser les actions. Là, comme finalement on rentre dans un cadre avec des points de données, avec une information à donner en face, ça va être compliqué d'être dans un rapport communicant. Ça, c'est quand même un gros changement. Ça ne sera pas un rapport RSE où on communique tout ce qui est bien fait au sein de l'entreprise. Il y a une information de données. Il faut y répondre. On l'a pas. Si on l'a pas, on le dit. Donc forcément, les entreprises, elles vont dire où elles en sont. Et là où ça va être très intéressant, je pense, ça va être surtout ce qui est climatique, plan de transition. Est-ce que finalement les entreprises ont vraiment un plan de transition à court terme, à moyen terme ? Là, le texte, il est tellement cadrant que ça va être difficile pour celles qui n'en ont pas de dire qu'elles en ont un. Et alors justement, dans ce baromètre que vous publiez, il y a des plans de transition qui sont déjà proposés par certaines entreprises ou pas tant que ça ? Ça commence. Alors pas tant que ça, parce que sur les 250, je pense qu'on a trouvé un peu moins de 10% d'entreprises qui publient un plan de transition au sens de la norme. Il y en a quand même, la norme est très très contraignante sur le plan de transition. Donc on commence à en avoir, donc c'est quand même plutôt rassurant, mais on voit que les autres qui disent avoir une trajectoire, aujourd'hui ne sont pas encore allés au passage du plan de transition. Après, comme c'est très technique, ça demande beaucoup d'informations, on comprend qu'elles n'ont peut-être pas eu le temps de se mettre en conformité. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Et de l'anticiper. Bon, c'est évidemment un moyen de se comparer, c'est aussi un moyen d'évaluer sa progression, puisqu'on parle de plan de transition, donc de trajectoire. C'est peut-être là l'intérêt principal de la CSRD, à mon avis. Qu'est-ce que vous pensez ? Alors, la comparaison, je pense que ça va être utile pour les parties prenantes, les investisseurs, tout un chacun, pour se dire finalement où elles en sont dans un même secteur. Il va falloir comparer dans un même secteur, sinon ça n'aura pas de sens. Mais ce qui est intéressant, et ce qui était déjà intéressant dans la DPEF, mais encore plus là, c'est vraiment cette notion de trajectoire. Les entreprises, elles vont devoir se fixer des objectifs sur tous les sujets matériels pour elles et de voir où elles veulent arriver. On va pouvoir suivre d'année en année où elles en sont, elles ont atteint, pas atteint, etc. Donc c'est très engageant. Et sur les sujets de plan de transition et environnementaux, encore plus, parce qu'on sait que c'est encore plus regardé. Et on va essayer de voir comment les tendances, finalement, les entreprises peuvent s'améliorer sur ces sujets.
Merci beaucoup, merci Edwige Ray, et à bientôt sur Bismart for Change. Voilà, rapport RSE de Forvis Mazars en France. On passe tout de suite à notre débat Octobre Rose au programme. Comme chaque année, le mois d'octobre permet d'alerter, d'informer sur le cancer du sein et plus généralement sur la prévention des cancers féminins. Et on en parle avec deux hommes, figurez-vous. Stéphane Ragusa, bonjour, bienvenue. Vous êtes le président de PrediLife. Olivier Ouivet, bonjour et bienvenue. Cofondateur, président de WeLive. Et donc on est trois hommes pour parler du cancer du sein. Et c'est très bien d'une certaine façon. Je vous poserai une question là-dessus un peu plus tard. Mais je voudrais qu'on présente vos entreprises respectives. PrediLife. C'est quoi? Alors nous proposons des tests prédictifs permettant de connaître les principaux risques de maladies, notamment de cancer du sein, pour anticiper. En gros, ça consiste à évaluer le risque de cancer du sein de chaque femme, pour ensuite lui proposer de faire des mammographies, des échographies, voire des IRM, plus ou moins tôt, à partir de 40 ans ou 50 ans, c'est là peu de risque, et plus ou moins fréquemment. L'idée étant d'anticiper comme ça les cancers pour les trouver au stade précoce, au stade 1. Plus on prend un cancer tôt, au-delà du cancer du sein, d'une manière générale, mieux c'est évidemment. C'est une évidence, mais il faut la rappeler, quoi. C'est une évidence. Et pour le prendre tôt, il faut le diagnostiquer tôt, il faut faire des examens tôt. Et donc, il faut savoir qui est à risque. Et voilà ce qu'on fait. Parfait. WeLive, Olivier Ouivet. On va être bien complémentaires aujourd'hui. Oui. Moi, je pars d'un petit... C'est peut-être pour ça qu'on vous a invités tous les deux. J'imagine, c'est pas un hasard. Mais moi, on est parti d'un petit constat, c'est que je ne sais pas si vous en êtes conscient, je pense, vu la chaîne, c'est que la pyramide de Maslow a pas mal changé en entreprise depuis 10 ans environ. Les attentes des collaboratrices, collaborateurs ont énormément évolué. Eux le savent très bien. Les décideurs, peut-être un peu moins. Et donc, de ce constat-là, nous, on a décidé de développer une solution, donc très différente de ce que vous faites, mais je pense que ça va nous permettre de débattre. B2B, c'est une plateforme pour les ressources humaines qui permet en fait de former, d'engager les équipes autour de sujets plutôt sérieux, sensibles, comme le cancer du sein, par exemple, par un moyen qui est très ludique, la gamification, par le jeu. Et donc, on utilise le jeu pour parler de cancer du sein, pour parler de formation, pour parler d'onboarding, d'engagement. Et ça fait 4 ans qu'on fait ça. On a un peu plus de 300 partenaires en France et à l'international. Et notre objectif, c'est de dire que les collaborateurs ont des nouvelles attentes, il y a des nouveaux moyens de communication, et on a développé l'outil pour que les décideurs s'en rendent compte et agissent. Et donc, si je comprends bien, vous pouvez sensibiliser et les sensibiliser à aller éventuellement faire un dépistage dans la foulée. Ça pourrait fonctionner comme ça. On pourrait même faire un petit partenariat, on en parlera après, mais il y a pas mal de synergies à mon avis. Qui sait, c'est à ça aussi que peut servir cette émission. Octobre Rose, Stéphane Ragusa, mois de sensibilisation. Cette campagne, elle existe depuis plusieurs années. Pourquoi elle est primordiale? Est-ce que vous en ressentez l'effet d'une certaine façon? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un pic de renseignements, éventuellement d'utilisation de vos outils. Oui, il y a un intérêt, effectivement, il y a un pic d'intérêt pour nous au plan économique. Mais pourquoi cette campagne est primordiale? Parce qu'il y a des enjeux de santé publique qui sont particuliers au cancer du sein. Il y a quelques cancers qui concernent beaucoup de monde, cancer du sein, de la prostate, côlon, mais la particularité du sein, c'est qu'on touche des femmes jeunes. C'est-à-dire que l'âge médian du cancer du sein, c'est autour de 60 ans. Il y a beaucoup de femmes qui font des cancers du sein avant 50 ans, 10 000 chaque année en France. Il n'y a pas l'équivalent en matière de cancer de la prostate. On ne connaît pas d'hommes, moi je ne connais pas d'hommes qui ont fait un cancer de la prostate à 40, 50 ans. Je connais des femmes. Donc il y a un vrai enjeu de santé publique, éventuellement de productivité au travail aussi, qui est spécifique au cancer du sein et qu'en général on ne connaît pas. Parce qu'effectivement, on est des hommes et on a l'impression que le cancer du sein, c'est comme le cancer de la prostate. Non, pas du tout. En termes d'années de vie perdues, c'est très différent. Parce qu'effectivement, vous avez beaucoup de décès jeunes. Et c'est ça qui change tout. Est-ce que c'est important qu'on soit trois hommes de la trivialité sur un plateau pour parler du cancer du sein, à votre avis, Olivier Ouivet? Par exemple, ce que vous venez de dire là. Vous le savez, vous êtes un expert. Moi, je le sais parce que ça fait plusieurs années qu'on propose un challenge sur Octobre Rose. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'hommes en entreprise qui ne le savent pas. Et pour nous, l'objectif, c'est que ces gens le sachent. Donc, en fait, vous êtes dans la prévention des malades. Nous, on est dans l'anticipation et la vulgarisation des thématiques en entreprise. Donc, c'est capital qu'il y ait des hommes parce que je vais vous donner un exemple très concret. On travaille beaucoup avec des structures masculines, des clients à nous qui ont beaucoup d'hommes en interne. Et les challenges Octobre Rose sont très appréciés parce qu'ils découvrent, ils apprennent et en fait, ça touche leur femme, ça touche leur fils, ça touche leur mère. Et je pense que
Les femmes sont beaucoup plus acculturées sur le sujet que les hommes, donc qu'on soit là, c'est pas mal. Moi, je viens d'apprendre certaines choses, donc merci. Et je suis convaincu qu'il y a des milliers d'hommes derrière leur télé qui apprennent aussi aujourd'hui. Oui, espérons-le. Stéphane Ragusa, est-ce que ça a été une critique qui a longtemps été faite au secteur de la santé, le fait que les maladies des femmes étaient moins adressées que celles des hommes, c'est-à-dire que les médicaments étaient plutôt testés sur des hommes, etc., etc. Je sais que ça a changé, mais est-ce que c'était une réalité et est-ce qu'il faut évidemment la combattre? Très franchement, aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a eu un retour de bâton, effectivement, et la prise en compte de toutes les minorités, les femmes étant considérées comme des minorités, quelque part. Ce n'est pas le cas, mais aujourd'hui, vraiment, vous avez un retour de balancier qui fait que, je dirais, moi, à contrario, c'est la majorité des hommes qui, aujourd'hui, est un petit peu ostracisée dans un paysage qui est extrêmement politiquement correct. Donc, les maladies des femmes, en tout cas le cancer du sein aujourd'hui, sont très connues. Vous parlez d'Octobre Rose, il n'y a pas on a vu effectivement Michel Barnier, etc., avec le rhume rose. Vous ne voyez pas l'équivalent en matière de cancer de la prostate, etc. Movember est en train de monter de plus en plus, même si ça reste minoritaire. Nous, on le constate, on a de plus en plus de personnes dans nos écosystèmes qui nous disent faire uniquement une action pour Octobre Rose, ça nous limite. Et de plus en plus de demandes vont autour d'une thématique autour d'Octember, c'est-à-dire mixer les deux pour justement déverticaliser le sujet et parler des deux en même temps à une population mixte. Et ça, nous, on le constate de plus en plus. C'est minime par rapport à Octobre Rose, mais on espère que ça va tendre à évoluer parce que, effectivement, le cancer de la prostate, c'est aussi un sujet et on en parle beaucoup moins, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre entreprise, là, pendant le mois d'octobre? Alors, en fait, le principe, c'est d'utiliser une plateforme. Donc, on a une application mobile en entreprise pour les collaborateurs, les collaboratrices, qui propose des compétitions pendant une semaine à un mois, avec des contenus pédagogiques sur des thématiques. Donc là, restons focalisés sur Octobre Rose. Ouais. On a des partenariats avec des associations comme Ruban Rose ou Cancer at Work qui nous fournissent des contenus. Et derrière, les collaboratrices et les collaborateurs vont être challengés avec des quiz, des défis à faire ensemble au bureau, des marches, du tracking d'activité physique. Et l'idée, c'est de créer une compétition saine et ludique, les faire monter en compétences sur le sujet et à la fin, financer un projet pour les assos que j'ai pu citer ou d'autres projets caritatifs. Donc le but, c'est de faire quelque chose de cohésif, de collectif, qui touche aussi bien les hommes que les femmes, aussi bien les personnes touchées que les personnes qui ne sont pas touchées et qui ont envie d'en apprendre plus sur le sujet. Et donc on fait ça pour Octobre Rose, on le fait pour Movember et on le fait pour des centaines d'autres sujets sérieux, de manière ludique, pour faire monter en compétence tout le monde en interne. Alors chez Prédilife, on pourrait dire que c'est Octobre Rose toute l'année avec les dispositifs que vous proposez aux femmes, notamment, je crois que ça s'appelle Mamorisque, c'est ça? Est-ce que vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais détailler un peu ce que, en fait, les étapes à suivre, puisque c'est un bilan prédictif du cancer du sein. Oui, alors pour prédire le cancer du sein, on intègre 3 types de paramètres qui sont quelques questions: âge, antécédents familiaux, personnels. Une analyse de l'image, notamment la densité mammaire. Plus le sein est dense, blanc à la mammographie, plus il est à risque, en fait, puisque les cellules tumorales vont s'accrocher plus facilement. Et un test génétique salivaire. Donc on envoie un kit de prélèvement à la maison. Après une consultation avec un médecin en visio, on respecte évidemment la loi, donc il y a un consentement, c'est agréé RGPD, etc. Et à partir de ça, donc on mesure l'héritabilité du cancer du sein. Avec ces 3 paramètres, donc on donne une probabilité de risque de cancer du sein de chaque femme, qui permet ensuite d'avoir un protocole de prévention personnalisé, qui lui aussi est fourni par un médecin. Ouais. Vous disiez, c'est un cancer qui touche parfois des femmes jeunes. Donc ça veut dire, vous conseillez de le faire à partir de quel âge? À partir de 40 ans. Voilà. Donc le dépistage aujourd'hui national en France commence à 50 ans. Ouais. Aux États-Unis, il faut savoir que c'est 40 ans. Donc il y a vraiment un débat en matière de santé publique. Donc il faut seulement commencer à 40 ans pour ceux qui sont à risque, 50 ans pour ceux qui ne le sont pas. Encore faut-il connaître le risque. Et est-ce qu'il est couvert à tout âge, le dépistage, en France? Oui, tout à fait. Les mammographies sont remboursées à tout âge. Ouais. Alors, il y a la question du tabou dont je voudrais bien qu'on parle dans ce débat. 6 salariés malades sur 10 pensent que le cancer est un sujet tabou en entreprise. Je commence avec vous, Olivier Bouivet. Lutter contre ces tabous de la maladie, on pourrait élargir à la maladie d'ailleurs, mais parlons du cancer. C'est un défi pour toutes les entreprises? Vous le ressentez comme ça? Alors, toutes, je ne sais pas, mais l'objectif, c'est en tout cas de les aider à... Nous, on ne peut pas les aider à lutter contre la maladie directement. Par contre, on peut aider à lutter contre l'insouciance, le manque de connaissance des collaborateurs et la gêne en entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de sujets de mal-être, de malaise entre les gens malades et les gens pas malades. Donc, le jeu, ça peut permettre de lever ces malaises ou ces tabous? Aujourd'hui,
quand je parlais de pyramide de Maslow, c'est pour faire réagir, mais aujourd'hui, les gens en entreprise attendent d'autres choses. Pour être fidèle, il faut être heureux, il faut être bien. Et pour ça, il y a d'autres méthodes. Et le jeu, nous, on considère que c'est un moyen d'obtenir du ROI, du retour sur investissement. C'est-à-dire que je veux que mes équipes, chez un gros concessionnaire automobile très masculin, soient conscientes de ce qu'on vient de se dire là. Aujourd'hui, avoir une plateforme avec des contenus pédagogiques, un classement, une compétition, des défis à faire ensemble, ça les motive et les messages sont mieux retenus. C'est pour ça qu'on fait des choses courtes. Est-ce que toutes les entreprises le souhaitent ? Ce serait difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse tendance à la hausse et pas uniquement dans les secteurs d'activité qu'on imaginerait. Donc évidemment, on est loin du 100%, mais nous, on considère que le jeu va amener cette augmentation d'acquisition. Je suis quand même, moi, surpris que le tabou reste aussi fort, alors qu'il y a quand même beaucoup de personnalités qui ont parlé, alors là on est sur le cancer du sein, mais d'une manière générale de leur cancer et parfois de leur cancer du sein. Est-ce que vous pensez que c'est encore un tabou ? Est-ce que vous voyez quand même cette relation à cette maladie particulière qu'est le cancer évoluer ? Moi, non, moi je dirais que c'est encore un tabou. C'est encore un tabou. Il y a relativement peu de personnalités, je trouve, qui ont des cancers, qui ont des maladies graves, qui en parlent parce qu'elles font des bilans de santé. Moi, le constat que je fais, c'est que vous voyez jamais un ministre, un PDG de grosse société déclarer comme ça, bon ben voilà, j'ai fait un cancer ou un infarctus, j'arrête de travailler. Non, c'est rarissime. Moi je pense à des personnalités médiatiques. Je pense à quelqu'un comme Jean-Pierre Pernaut qui en a parlé en disant je vais en parler justement pour qu'il y ait des dépistages, pour que les gens fassent attention et pour que ce soit plus un tabou. Mais c'est quand même relativement rare parce que ces gens sont très bien suivis. Quand vous faites des examens de santé réguliers, comme ça se passe dans les centres de haut de gamme de la région parisienne, vous n'êtes pas malade. Et donc finalement, il y a très peu de gens qui sont comme ça, foudroyés en pleine action. Et je pense que c'est aussi une des raisons. Il y a une certaine inégalité sociale. Effectivement, les personnes favorisées sont plus suivies et sont moins malades. Ouais. Quel conseil, est-ce qu'il faut un référent en entreprise sur ces questions-là pour casser un peu les tabous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je crois pas. Je crois que les chefs d'entreprise manquent d'abord de solutions. Ils se demandent s'ils sont légitimes à faire ça. Ouais. Nous, on a découvert... On considère que c'est de l'ordre de l'intimité et que donc l'entreprise n'a pas à s'en occuper. Quoi. Exactement. Nous, on a découvert avec surprise que 80% des salariés sont demandeurs de bilan de santé en entreprise. On a découvert ça. Et en termes de choix d'entreprise, de fidélisation, c'est au même niveau, voire un peu au-dessus, que les tickets restaurants. Très surprenant. Ouais. Les décideurs ne sont pas au courant de ça. Donc, la pénurie de médecins, le besoin de santé des salariés aujourd'hui est omniprésent, les arrêts de travail explosent, etc. La prise de conscience est assez récente. Donc je pense que ça va se déployer. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. Allez sur le site d'Octobre Rose pour vous renseigner et lever ces tabous, notamment sur le cancer du sein. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Simon Ferniaud, bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes le fondateur de Olala, créé en 2021. Alors c'est quoi Olala ? Pourquoi vous l'avez créé ? Pour participer à végétaliser nos assiettes et notre alimentation. C'est cette fameuse transition alimentaire dont beaucoup de gens pensent qu'elle est utile. Nous, on pense qu'elle est presque indispensable. Et donc cette végétalisation de l'assiette, elle passe par beaucoup de biais ou beaucoup de moyens ou beaucoup de solutions et nous en sommes une. Ouais. Et donc là, il s'agit de végétaliser les produits de la mer, c'est ça, le poisson ? C'est ça, il s'agit de proposer une alternative aux produits de la mer. Ouais. Je crois que plus personne n'ignore maintenant les menaces qui pèsent sur les océans, la raréfaction de la ressource, la surpêche, la pollution aussi. On parle beaucoup de microplastiques, de PFAS, enfin tout ça. Et donc, est-ce qu'il restera des poissons demain ? Est-ce qu'ils seront encore abordables pour tout le monde ? Est-ce que leur prix sera encore possible ? Est-ce qu'on pourra se les offrir ? Donc évidemment, on ne va pas remplacer ni la pêche ni les poissons, ce serait un peu prétentieux ou même ridicule. Ouais. Mais en revanche, fournir ou proposer une alternative ou une possibilité, une solution supplémentaire, c'est ça l'objectif. Ouais. Et alors, parce qu'on a déjà parlé d'alternatives un peu similaires à d'autres, mais pas sur le poisson, il y a un premier objectif qui est le goût.
évidemment. C'est majeur quand on propose un produit culinaire ou gastronomique. Donc, à partir de quels végétaux vous nous proposez du poisson végétal? Et puis, comment vous avez travaillé sur le goût? Alors, le goût, c'est même pas un objectif, c'est un impératif. Oui. Il n'y a pas plus émotif, émotionnel que l'alimentation. Et si quelque chose n'est pas bon, on ne le mangera pas 2 fois. On est tous les mêmes pour ça. On a envie d'abord de se faire plaisir. Et la dimension plaisir est essentielle. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé. On a une équipe de recherche et de développement de produits qui est nombreuse. Pour une petite entreprise comme la nôtre, on a 6 ingénieurs qui travaillent d'arrache-pied et ça a mis plus d'1 an. Après presque 500 essais, pour avoir un goût et un résultat qui nous paraissait être satisfaisant et à même de donner du plaisir aux consommateurs. Donc pour nos alternatives, enfin nos produits, on travaille une protéine de pois. Okay. On travaille du pois, c'est du pois jaune, un peu comme le petit pois, sauf qu'au lieu d'être vert, il est jaune. Et c'est une farine de pois qui est travaillée, qui permet aussi d'avoir un produit qui n'a pas d'allergènes. C'est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'allergènes. Quand on travaille le soja, quand on travaille le blé, tout ça sont des allergènes. Donc nous, on a choisi aussi, elle a beaucoup d'autres qualités, mais on a choisi cette protéine parce qu'elle n'a pas d'allergènes aussi. Et alors après, vous travaillez sur quoi? Sur des arômes. Alors j'imagine que quand on fait un poisson végétal, on n'a pas envie de rajouter des produits chimiques. Donc comment vous avez par exemple, on a un produit qui est de l'équivalent d'un thon cuit, comme du thon en boîte, si vous voulez. Bon, il y a 5 ingrédients, donc il y a cette protéine de pois, il y a de l'huile de colza, il y a une huile d'algue que nous mettons dedans pour avoir les oméga 3 qu'il y a dans le poisson. Voilà, il y a de l'eau, et puis effectivement, on met un arôme qui est un arôme naturel ou un arôme synthétique. Les clients peuvent choisir, mais les deux sont possibles. Nous, on préfère l'arôme naturel, évidemment, et ça permet d'avoir un produit qui est extrêmement simple. 4 ingrédients, c'est quand même pas beaucoup, et rien de bizarre que les consommateurs ne comprendraient pas. Ça aussi, c'est un impératif, c'est confiance dans ce que nous mangeons. Je crois qu'il y a eu beaucoup de scandales alimentaires. Donc on a tous besoin d'avoir confiance et de sentir que des produits sont simples et que les ingrédients qui sont dedans, on comprend ce que c'est en lisant la première fois l'étiquette. C'est ça, plus la liste d'ingrédients est courte et moins il y a d'acronymes, mieux on se porte. C'est ça, exactement. C'est vraiment ça. Je reviens au processus de création, processus itératif, 500 tests. Vous avez fait goûter les copains, des spécialistes de la cuisine, des chefs, comment vous avez travaillé? Tout ça, on a aussi travaillé avec des chefs pour qu'eux-mêmes puissent s'approprier le produit et puissent comprendre comment on pouvait l'utiliser, et que nous, on les voit travailler, on les voit réfléchir et on les voit se poser des questions et avoir des idées sur la manière d'utiliser le produit. Donc on a travaillé avec des chefs, on a évidemment fait goûter des tas de gens, vous imaginez bien. Et puis nous-mêmes, on pense que on est un palais exercé. Voilà. Donc il faut se faire confiance de temps en temps. Oui, c'est une très bonne idée. Est-ce que vous avez le droit d'appeler ça du poisson? Parce qu'il y a tout un débat sur les alternatives végétales aux aliments. Est-ce qu'on peut dire de la viande végétale? Oui, non. Est-ce qu'on peut dire du poisson végétal? Écoutez, je crois que pour l'instant, on a été un peu en dehors de ce débat qui a beaucoup concerné la viande. Et puis on a vu que le gouvernement, peut-être sous la pression de certains lobbies, ont essayé de limiter les appellations. Ils se sont fait retoquer 2 fois de suite par le Conseil d'État. Nous, pour l'instant, ce n'est pas venu sur le tapis, mais je crois qu'il faut être clair, on n'appelle pas quelque chose par un nom qui n'est pas le sien. Donc nous, on n'appelle pas du thon quelque chose qui n'est pas du thon. Donc on leur a donné des petits noms, mais ensuite de ça, il ne faut pas non plus exagérer et prendre les consommateurs toujours pour des imbéciles quand ça nous arrange. Aujourd'hui, c'est clair que nous, consommateurs, on est beaucoup plus informés qu'on ne l'était il y a 10 ans ou il y a 20 ans sur les produits alimentaires. C'est pas vrai que les gens ne lisent pas les étiquettes, les gens lisent beaucoup les étiquettes. Les gens sont très intéressés par ce qu'il y a dans les produits et font très attention. Donc il ne faut pas essayer de raconter des bêtises, mais il ne faut pas non plus les prendre pour des idiots. Merci beaucoup Simon Ferniaud et à bientôt sur Be Smart for Change. Bon vent à Oh là là, voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut.